Bonjour, cher robot capitaliste. J'espère que vous allez bien. Je veux donc parler de qui a raison sur l'économie. Est-ce que ce sont les médias traditionnels, les politiciens, les planificateurs centraux, les autoritaires, ou vous, le citoyen moyen? Parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec des personnes qui croient réellement qu'il y a presque 0% de probabilité que nous entrions en récession, de bons amis à moi, et des personnes que je respecte, des personnes intelligentes, mais aucune d'entre elles, même les personnes qui croient qu'il y a une très faible probabilité que nous entrions en récession, disons en 2025, n'admettent qu'il existe une énorme bifurcation entre les personnes ayant des actifs et celles n'ayant pas d'actifs, disons simplement les 5% les plus riches et les 95% les plus pauvres. Et je pense que nous vivons dans ce monde bizarre où, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis, l'économie, est soutenue par simplement une chose, peut-être deux choses, les prix des actifs. Les prix des actifs, peut-être que vous y ajoutez les dépenses gouvernementales, mais faites simplement cet exercice de pensée. Supposons un instant que les prix de l'immobilier baissent de 50%. Supposons un instant que le marché boursier baisse de 50%. À quoi pensez-vous que l'économie des États-Unis ressemblerait? Et je veux dire, nous revenons à l'effondrement de la bulle Internet, n'est-ce pas? Quand nous avons eu une énorme, ce qu'ils appelleraient une récession de bilan. Maintenant, le marché immobilier n'a pas chuté de 50%, mais nous avons vu le marché boursier être complètement anéanti. Et nous avons eu une récession, mais était-elle catastrophique? Pas vraiment. Mais avançons jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que la majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo en ce moment supposerait, ou votre scénario de base serait, que si nous avions un type similaire de récession lié au bilan, surtout si l'on inclut le logement, cela ne ressemblerait pas à la récession de l'effondrement de la bulle Internet. Cela ressemblerait à quelque chose comme les années 1930. Et je serais probablement d'accord avec vous en l'absence du gouvernement et de la Réserve fédérale, peu importe quel serait leur mécanisme de réponse. Mais vous continuez à vous faire frapper à la tête. Donc, peu importe combien de vos amis perdent leur emploi, peu importe combien de pouvoir d'achat vous avez perdu depuis 2019, peu importe combien de vos membres de la famille disent que, vous savez quoi, les temps deviennent plus difficiles. Il est plus difficile de mettre de la nourriture sur la table. Il est plus difficile de mettre un toit au-dessus de ma tête. Mes coûts d'assurance ont augmenté de 200%. Je veux dire, on entend ça tout le temps. Je suis pressé de tous les côtés parce que les frais de scolarité de mon enfant augmentent. Mes coûts de santé augmentent. Les prix des aliments dans les épiceries augmentent ou ont considérablement augmenté. En fin de compte, peu importe ce qu'ils ont fait récemment, vous savez, au cours de la dernière année environ, ils ont augmenté beaucoup plus que les salaires. Par conséquent, le pouvoir d'achat a diminué, s'est contracté. Et je suis sûr que vous entendez cela tout le temps. Donc, lorsque vous allumez les médias traditionnels, que vous regardez CNBC ou Bloomberg, ou que vous entendez les politiciens dire que l'économie est en plein essor, je pense que cela suscite une réaction viscérale. On se met vraiment en colère au point que la pression artérielle augmente. Je veux dire, je sais que je ressens cela. Peut-être que je suis fou, je ne sais pas. Mais ensuite, je retourne aux États-Unis. Je ne suis pas vieux. Je me souviens des années 1980. Je me souviens des années 1990. Je me souviens de ce que c'était dans les années 2000, bon sang. Et les États-Unis que je vois maintenant sont méconnaissables. Méconnaissables par rapport aux États-Unis, et je parle seulement de l'économie et de ce que je vois de manière anecdotique. Il suffit de se promener dans les aéroports, d'entrer dans un Walmart, de se balader dans n'importe quelle de ces villes où je passais beaucoup de temps, comme Scottsdale ou Phoenix. Je veux dire, c'est incroyable ce qui s'est passé, et comment je peux simplement voir visuellement que le niveau de vie de la majorité des gens s'est considérablement détérioré. Mais revenons au sujet ici. Tout cela est bien et bon. Les gens peuvent dire que ce n'est que votre opinion ou que c'est juste vous qui vieillissez ou, vous savez, un vieux homme qui crie après les nuages. Très bien, très bien, très bien, très bien. Regardons en fait les données, mais faisons-le à travers le prisme de l'histoire. Car à mesure que je comprends de plus en plus l'économie et que je traverse ce parcours d'apprentissage que j'ai entrepris depuis 2012, lorsque j'ai pris ma retraite, je vois de plus en plus de raisons d'étudier l'histoire pour avoir un avantage dans la prédiction des résultats ou au moins des probabilités dans le futur, si vous restez là à regarder ce qui se passe en ce moment.
et que vous ignorez complètement l'histoire, je pense que vous vous faites un énorme tort. Alors, passons à leur argument numéro 1 sur pourquoi chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo en ce moment est stupide. Quel est leur argument? En fait, je viens de l'entendre sur CNBC pendant que je déjeunais. Ils avaient des commentateurs politiques là-bas ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, le gars qui soutient Kamala est là à dire à quel point l'économie est incroyable. Et nous n'avons jamais vu de reprise, une reprise économique, après une période de contraction comme celle que nous avons connue au cours des 2 dernières années. Et tout cela est dû à Joe Biden. Cela n'a rien à voir avec les entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs ou les personnes du secteur privé. Non, il n'y était pour rien. Tout cela est dû à Kamala Harris et Joe Biden. Et maintenant, l'économie est en plein essor. Et il a essentiellement dit que quiconque ne croit pas que l'économie est en plein essor le dit simplement pour des raisons politiques. Ou ils disent cela simplement parce qu'ils sont racistes et qu'ils ne veulent pas que Kamala Harris soit présidente. Ou ils disent cela simplement parce qu'ils sont misogynes. Et vous savez, vous avez quelqu'un qui est noir et femme. Eh bien, je pense qu'elle est noire. Cela dépend de à qui elle essaie de plaire. Je sais que parfois elle est indienne, parfois elle est noire, qui sait. Mais en fin de compte, quiconque croit que l'économie n'est pas la meilleure économie que nous ayons jamais connue dans l'histoire humaine ne le fait pas parce que c'est réellement ce qu'ils ressentent, ou c'est leur expérience, ou c'est l'expérience qu'ils ont en parlant à tous leurs amis et leurs familles, ou c'est l'expérience qu'ils ont en allant à l'épicerie, en payant le loyer ou en payant l'assurance santé. Ils font cela simplement parce qu'ils sont fascistes, ce sont des suprémacistes blancs, ce sont des homophobes, ce sont essentiellement des nazis, et donc ils ne veulent pas qu'une femme noire soit présidente. Voici son argument. D'accord. Alors, encore une fois, retournons dans l'histoire et voyons si cela a un certain mérite. Car la première chose qu'ils vont avancer pour dire que vous êtes tous stupides et idiots, des imbéciles qui ne sont que des ploucs, des rednecks, et vous savez, des morons armés, qui ne vont tout simplement pas voter pour Harris à cause de votre privilège blanc ancré ou de la toxicité masculine, ou peu importe comment on l'appelle, c'est difficile de tout suivre, n'est-ce pas? La principale chose que nous allons aborder est le PIB. Alors, jetons un œil au PIB, et nous pouvons voir que ce n'est absolument pas négatif. Pas négatif. Donc, nous allons revenir en arrière. Et je pensais que la dernière lecture était de 2,08 et que les économies de trading étaient à 2,7. Je n'en suis pas sûr. Peut-être qu'ils arrondissent juste ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, 2,7, 2,8, c'est à peu près la même chose. Donc, nous revenons à, je veux dire, le 4e trimestre de 2022, 22, 1,3, pas génial. 3, pas génial. Pas une contraction. Et ensuite, nous passons à 2,3. 2,8, 3,2. Au fait, j'aurais juré que nous avions des chiffres négatifs. Nous avons 2 trimestres de PIB négatif. Quoi qu'il en soit, laissez-moi, vous savez, juste pour être sûr, regarder un autre graphique ici, parce que cela semble un peu étrange. Passons aux tendances macroéconomiques et examinons les 5 dernières années. Ce n'est pas si large, cela n'aide pas vraiment, mais d'accord? Ouais, l'autre était mieux, n'est-ce pas? Ce que nous examinons ici, c'est le concept. Donc, ils vous disent que le PIB est autour de 3%. C'est le PIB réel. Et il n'y a aucune chance que nous soyons en récession ou que vous, les idiots, vous fascistes, ayez raison en disant que l'économie est nulle parce que, bien sûr, regardez juste le PIB. C'est comme s'ils avaient, sans jeu de mots, leur atout. C'est leur moment de gloire, non? Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire PIB. Lâchez le micro, tu es idiot, tu es stupide, nous avons raison, tu as tort. Malheureusement, ce que cela fait, c'est que cela ne prend pas en compte le fait qu'à presque chaque fois que vous entrez dans un ralentissement économique, une récession, un atterrissage brutal, c'est exactement à quoi ressemble le PIB. Et vous voyez, si vous ne regardez pas l'histoire, vous ne sauriez jamais cela. Ainsi, vous seriez trompé en croyant que si nous avons un PIB actuel de 2,7 ou 2,8, il y a une probabilité de 0% que nous soyons en récession ou que nous nous dirigions vers une récession, parce que si nous l'étions, eh bien, cela serait évidemment négatif. Donc, je veux changer le partage d'écran et, allons voir, une vidéo récente d'un bon ami, Jeff Snyder, car je voudrais vous la présenter.
Mais les graphiques qu'il a créés lui-même et la façon dont il les explique sont meilleurs que ce que je pourrais faire. Donc, je vais montrer un extrait d'une vidéo récente qu'il a réalisée. Nous allons le regarder et je vais le commenter. Et cela va vous montrer à quel point il est important d'étudier l'histoire lorsque vous essayez de le faire. Élaborer un modèle pour évaluer les probabilités que l'économie entre en récession, ne le fasse pas ou connaisse un atterrissage en douceur. En 2025, donc, changeons le partage d'écran. Allez, d'accord. Soyez indulgents, les gars. D'accord. Je pensais avoir ça prêt. Et, évidemment. Mais c'est bon, d'accord, c'est parti. Donc, ce que nous voulons faire, c'est revenir à cette capture d'écran en premier lieu. Alors, Josh, peux-tu voir ça? Non, tu vas devoir partager à nouveau ton écran. D'accord. Et maintenant? Oui, celui-ci. D'accord, super. Donc Jeff a ouvert le communiqué de presse original du BLS de novembre 2007. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux être parfaitement clair. Je ne dis pas que si le PIB est à 2,7%, cela signifie que nous sommes en récession. Je ne dis pas cela du tout. Je dis que lorsque vous agrégerez toutes les données, que vous les mettez ensemble, il est écrasant de constater que, dans le cas de base, nous nous dirigeons vers une récession ou un atterrissage brutal en nous basant sur tous les taux d'intérêt, la courbe des rendements, la règle somme et tout le reste dont nous parlons sur cette chaîne, si les preuves sont accablantes que la probabilité d'entrer en récession est très élevée, simplement parce que le PIB est à 2,8%. Cela ne signifie pas que la probabilité de récession tombe à zéro. En fait, le PIB étant à 3% ou peu importe, honnêtement, cela ne signifie rien. J'attribuerai un poids très faible à cela dans mon analyse globale. Et le point ici, bien sûr, c'est que c'est la première chose à laquelle ils font référence pour expliquer pourquoi vous avez tort sur l'économie. Ce n'est pas si mauvais, c'est absolument incroyable, mais tu es juste trop stupide pour t'en rendre compte. Regarde ça. Donc, novembre 2007, ce seraient les chiffres de l'emploi pour octobre. Ouais, nous faisons un chiffre de l'emploi non agricole de 166 par rapport à ce que nous avions aujourd'hui à 12. Nous pourrions avoir un peu de temps. Nous devrons voir comment cela se déroule. Rappelez-vous, nous avons eu toutes ces révisions à la baisse. Et vous savez que si vous avez regardé la vidéo précédente que nous avons faite aujourd'hui, il est vrai que le taux de chômage était plus élevé, ici à 4,7. Mais historiquement, cela serait encore considéré comme bas. Alors, quel était le chiffre réel du PIB? Ici, écoutons Jeff, une réduction de taux de 50 points de base, puis de 25 points de base à la fin de tout le cycle. Il ne pensait pas avoir besoin d'en faire plus parce que le PIB semblait formidable. Les paix, voyons, je pense que j'ai un peu... Oh oui, désolé les gars, je me suis un peu emporté ici. L'analyse économique a initialement rapporté leur estimation avancée pour le troisième trimestre de 2007. Le PIB était à un taux de 3,9% d'un trimestre à l'autre. C'est le troisième trimestre de 2007, le dernier avant le début de la grande récession, et il était proche de 4%. Tu as entendu ça? Donc, avant toutes les révisions et autres, le PIB du troisième trimestre 2007 était de 3,9%. 3,9. Le PIB du deuxième trimestre 2007 était de 3,9%. Deuxième trimestre de 2007, c'était 3,8. Donc, non seulement c'était élevé, mais ça s'accélérait. Juste pour vous rappeler, aujourd'hui, les chiffres qui viennent de sortir sont légèrement en dessous des attentes, mais prouvent qu'il n'y a aucune chance que l'économie soit mauvaise. Aucune chance de cela. Tout cela est dans votre tête. Tu t'imagines ça simplement parce que tu as écouté trop de Fox News ou de George Gammon ou peu importe ce que c'est? Donc tout cela est dans ta tête. C'est un produit de ton imagination parce que le PIB. Bonjour. Eh bien, le PIB à l'époque était un point de pourcentage plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas inhabituel lorsque l'on se dirige vers une récession. Continuons. Maintenant, cela a été révisé à la baisse de manière significative depuis lors, mais encore une fois, sur une base comparable, il parlait d'un PIB de 3,9%. À l'automne 2007, ce qui est une des raisons pour lesquelles, combiné avec quelques bons rapports sur les emplois provenant de l'enquête sur l'établissement du Bureau of Labor Statistics,
C'est pourquoi la Réserve fédérale, à la fin de 2007, parlait d'une réduction des taux de 50 puis de 25 points de base comme étant la fin de tout le cycle. Il ne pensait pas avoir besoin d'en faire plus parce que le PIB avait l'air formidable, les emplois commençaient à augmenter. Et cela semble familier parce que cela devrait vraiment l'être. Cela se produit à chaque fois. D'accord, maintenant je veux ajouter à cela, Jeff parlait de commencer maintenant si tu ne le fais pas. Je connais très bien Jeff, c'était un bon pote. Et Josh le connaît tout aussi bien, sinon mieux, parce que Josh travaille avec lui chaque jour. Mais Josh, combien d'heures par jour Jeff travaille-t-il? Josh me laisse en plan en ce moment. Jeff travaille comme 12, 14 heures par jour. Je veux dire, c'est fou combien il travaille. Une grande partie de sa routine consiste à lire les procès-verbaux de la Réserve fédérale et pas seulement les récents procès-verbaux de la Réserve fédérale. Il retournera lire les procès-verbaux de la Réserve fédérale des années 60, des années 70, des années 80, des années 90. Je veux dire, c'est incroyable la quantité de recherche qu'il fait, non? Il n'y a aucun moyen que je puisse faire ça. J'ai trop de TDAH. Mais quand Jeff est assis là à parler de leur croyance selon laquelle s'il coupait juste de 50 et 25, cela suffirait à la Réserve fédérale, cela serait amplement suffisant. Il rassemble cela en se basant sur ce qu'ils ont dit lors de leur réunion. Comme il a lu les procès-verbaux de la Réserve fédérale, il les a probablement mémorisés. Donc, la Réserve fédérale, le FOMC à l'époque, se disait que tout ce qu'il fallait faire, c'était de couper de 50 et 25 et nous serions prêts, parce que cela va fournir tellement de stimulus économique que l'économie, regardez le PIB, regardez le chiffre d'établissement, ça a l'air bon. Nous venons de réduire de 75 points de base et cela va fournir le stimulus dont nous avons besoin pour propulser l'économie en avant. Et si nous sommes en route vers une récession, eh bien, cela en soi va empêcher toute contraction économique. C'était leur argument basé sur leur propre minute de la Réserve fédérale. C'est ce qui est important. C'est l'une des choses qui sont importantes. Revenons à cela. Oups. Et pour vous montrer ce que je veux dire, nous allons simplement faire un examen de la façon dont le PIB s'est comporté avant les récessions et tout au long de l'histoire d'après-guerre. Nous prendrons une moyenne sur 4 trimestres du PIB nominal et du PIB réel pour lisser les données, car elles sont souvent volatiles avec des variations. Nous examinerons une moyenne sur 4 trimestres en regardant l'économie et sa performance avant de tomber dans la récession. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais le marron, surligné en orange, je ne sais pas pourquoi il utilise cette couleur. Je parie que la raison, je vais me risquer à le dire. Je parie qu'il utilise cette couleur parce qu'il est un fan des Cleveland Browns. Je pense que si ma mémoire est bonne, Jeff vient de l'Ohio. Peut-être qu'il est fan des Cleveland Browns. Peut-être que c'est pour ça qu'il utilise cette couleur. Je lance ça comme ça. Revenons à la discussion. Partons sur une tangente. D'accord. Donc, ici, le point saillant des Cleveland Browns, c'est le PIB réel et la zone ombragée, ou la zone en surbrillance, qui est le PIB nominal, juste pour clarifier. Et à l'heure actuelle, au cours du 3e trimestre de 2024, le PIB nominal a en moyenne environ 4,9%, à un taux annuel, et le PIB réel a en moyenne été d'environ 2,6%. Et ces deux chiffres semblent formidables. Ils semblent plus que solides, 5% de croissance nominale et 2,6% de croissance réelle. Cela semblerait cohérent avec une économie qui fonctionne bien, surtout alors que les taux de prix à la consommation diminuent vers la fin de cette période. On dirait un parfait compte de boucle d'or. Mais si nous revenons juste pour commencer notre comparaison, retournons au 4e trimestre de 2019 et nous ne savons pas si cela aurait été une récession ou non, mais il y avait une peur de récession à l'époque. La Réserve fédérale abaissait les taux. Les économies étrangères connaissaient des récessions. Il y avait de sérieuses questions, une courbe de rendement inversée et tout le reste. La moyenne nominale du PIB sur 4 trimestres jusqu'en 2019 était de 4,9%. Et en termes réels, c'était même encore mieux. Le PIB réel a en moyenne 3,3% tout au long de 2019, malgré toutes ces craintes de récession, les marchés et tout le reste. Il y a beaucoup de détracteurs. Vous ne pouvez pas vous baser sur ce qui s'est passé avant l'épaisseur de Servasius. C'est sans importance, juste parce que c'est similaire. Qui s'en soucie? Nous devons jeter ça. C'est une anomalie. Nous devons complètement ignorer ces données parce que ce n'est que du bruit. D'accord, très bien, mais allons-y. Nous allons revenir à gfc.com et même avant.
Mais pour les récessions où nous obtenons une confirmation du cycle, c'était au cours du troisième trimestre de 2007. Le PIB nominal moyen, donc la moyenne des 4 trimestres du PIB nominal, était de 5%, presque exactement ce que nous avons observé en 2019, ainsi que pour le trimestre actuel en 2024. Le PIB réel était seulement légèrement inférieur à 2,3%, ce qui semblait assez solide. N'oubliez pas, ce sont les estimations modernes, pas celles qui ont été émises et publiées à l'époque. En fait, cela semblait mieux lorsque les annonces ont été faites, lorsque les données étaient réellement publiées en temps réel. Tu as compris. Donc, notre action au communiqué de presse, c'est que nous avons vu le chiffre principal avant les révisions. C'était un 3,9 ou un 3,8 que nous avons examiné au début. Mais gardez à l'esprit que ce graphique, basé sur ce qu'il dit, n'est pas le chiffre principal. C'est, en fait, après les révisions. Donc, le chiffre principal aurait probablement été beaucoup plus élevé que ce que ce graphique reflète. Maintenant, avant d'aller plus loin, je sais que beaucoup d'entre vous disent en ce moment « Oh Georges, eh bien, tu ne peux pas comparer cela à ce qui s'est passé à l'époque, car c'était à une époque de, disons, désinflation. » Et en ce moment, nous sommes dans une décennie d'inflation. Donc, ce que nous devrions vraiment faire, c'est comparer cela à la fin des années 1980. Cela va nous donner une comparaison plus équitable à cause de cette soi-disant stagflation à laquelle nous faisons face. Ne vous inquiétez pas. En fait, Jeff revient aux années 1980 dans un instant. La récession de la bulle Internet. Donc, la moyenne des 4 trimestres jusqu'à l'année 2000 menant à la récession de la bulle Internet, le PIB nominal était à nouveau en moyenne de 5,4%, même mieux que ce que nous avons maintenant. Le PIB réel était en moyenne de 2,9%. Au cours de ces 4 trimestres précédant l'effondrement de la bulle Internet, 2,9%. C'est mieux que les 2,6% que nous avons enregistrés au cours des 4 derniers trimestres. 1990, la récession des SNL jusqu'au deuxième trimestre de 1990, la moyenne sur 4 trimestres du PIB nominal était de 6,2%. C'était davantage une croissance des prix à la consommation à ce moment-là, mais néanmoins, le PIB nominal semblait plus que sain à 6,2%. En fait, il semblait inflationniste, surtout pour ceux de la Réserve fédérale et pour les économistes. Inflationniste. Maintenant, si vous avez regardé mes vidéos, vous savez que je suis revenu à 2007-2008 en examinant beaucoup de choses dans le Wall Street Journal. Je veux juste souligner une chose. Qu'est-ce que les médias traditionnels disaient en août 2008? Rappelez-vous quand ils ont commencé à baisser les taux en 2007, l'indice des prix à la consommation, IPC, était d'environ 3,5 et vous avancez rapidement jusqu'en août 2008, 2007, 2008. L'IPC est passé de 3,5 à 5,6. Donc, en août 2008, les médias traditionnels, le récit à l'époque sur le marché est que la Réserve fédérale devrait probablement augmenter les taux. En 2008, parce que la Réserve fédérale a trop réduit, ils ont surchauffé l'économie. Et donc, la plus grande préoccupation était l'inflation des prix à la consommation. C'était en août 2008. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, le taux des fonds fédéraux était à quoi? Ce serait 0%. Le PIB réel a connu une croissance moyenne de 2,4% jusqu'au deuxième trimestre de 1990. Ensuite, vous commencez à regarder en arrière, plus loin dans les grandes récessions d'inflation, ce qui semble être quelque chose que nous devrions comparer à la situation actuelle, surtout depuis que tout le monde parle de la persistance des prix à la consommation et du risque d'inflation. On pourrait penser qu'en termes nominaux, le PIB d'aujourd'hui ressemblerait à celui de la grande inflation, mais ce n'est pas du tout le cas. Dans la période qui a précédé, vous ne pouvez faire qu'une comparaison sur 2 trimestres, car la récession de 1981-82 est survenue si peu de temps après la fin de la récession de 1980. Mais si vous regardez la comparaison sur 2 trimestres jusqu'au premier trimestre de 1981, le PIB nominal était en croissance, tenez-vous bien, à un taux de 20%. Ce sont les 2 trimestres précédant cette récession. PIB nominal. Vous comprenez ça, les gars, si vous voulez dire que c'est une période de stagflation ou quoi que ce soit. Si vous voulez comparer cela aux années 1970 et aux récessions que nous avons eues à la fin des années 1970 jusqu'aux années 1980, vous voulez comparer cela directement, très bien. C'est cool. En ce moment, le PIB nominal est à 4,9%. À l'époque, le PIB nominal était de 20%. Quel était le PIB réel? Le PIB
augmente à un taux de 20%. Et le PIB réel, malgré l'inflation, malgré de réelles et massives quantités d'inflation, a cru au cours de ces 2 trimestres d'une moyenne de 7,6%. Nous avons donc une croissance nominale massive et une reprise assez solide en termes de PIB réel. Assez solide, 7,6, réel, PIB réel. Et gardez à l'esprit, c'est quand l'IPC ou le déflateur qu'ils utilisent pour le PIB nominal était beaucoup plus précis. Je veux dire, vous avez vu les statistiques alternatives et vous avez vu Schiff en parler tout le temps. Et il a raison, la façon dont il mesure l'IPC aujourd'hui est très différente de la façon dont il le mesurait dans les années 1970. Au début des années 1980, donc, gardez à l'esprit qu'il mesurait l'IPC de manière beaucoup plus précise, disons, à l'époque, qu'aujourd'hui, et vous aviez toujours un PIB réel. À quoi c'était 7,6. 7,6, signifiant que si vous aviez mesuré l'IPC à l'époque comme vous le mesurez aujourd'hui, le PIB réel aurait été d'environ 15. Je veux dire, ce serait un chiffre époustouflant. Alors, quelle est la chute? La chute, c'est que lorsque vous regardez l'histoire, je pense que c'est le principal enseignement de cette vidéo, que vous soyez d'accord avec moi ou que vous soyez complètement et totalement en désaccord. Peut-être pensez-vous que cette économie est la meilleure économie que nous ayons jamais eue dans notre vie? Peut-être pensez-vous que l'économie est en plein essor en fonction de ce que vous voyez dans votre propre vie. C'est bien, pas de problème. Mais le principal enseignement de cette vidéo est que, peu importe votre opinion, lorsque vous formez cette opinion ou lorsque vous faites cette analyse sur ce que sont les probabilités, vous devez revenir en arrière et examiner les cycles précédents. Vous devez regarder l'histoire. Vous devez voir comment ces choses se sont déroulées dans le passé, sinon vous allez être complètement trompé par ce qui se passe et ce que vous entendez dans les médias traditionnels aujourd'hui, et votre opinion sera influencée simplement par ce récit au lieu de faits basés sur des données et l'histoire. Pour moi, je préfère établir mon portefeuille sur la base de ce dernier et non de ce premier, surtout à long terme. À court terme, peut-être que vous pouvez trader sur le récit. Vous savez, ce n'est pas ce que vous pensez qui compte, mais ce que le marché pense. Mais sur le long terme, je préfère largement fonder ma réflexion sur l'histoire en supposant qu'elle ne se répétera pas, mais qu'elle rime en réalité. Et je pense enfin que ce que je vous encouragerais à faire, c'est de comprendre que, supposons un instant que nous n'entrions pas en récession, très bien, pas de problème. Mais cela ne veut pas dire que l'économie est formidable pour les 95% les plus pauvres, n'est-ce pas? Donc, numéro 1, le fait que nous ayons un bon PIB ne signifie pas que nous sommes sortis d'affaires et que nous avons atteint un atterrissage en douceur et qu'il n'y a aucune chance que nous entrions en récession. Numéro 2, vous devez réaliser que c'est une économie massivement bifurquée comme nous n'en avons jamais vu auparavant. En fait, passons à... Je dois encore changer le partage d'écran. Voilà. Revenons sur cela, et c'est un peu ancien ici, de 2019, mais si je devais dire quelque chose, je supposerais que les chiffres se sont même aggravés. Nous voyons donc que les Américains les plus riches possèdent une part de plus en plus importante de la richesse, et au point où les 90% les plus pauvres ne possèdent, je l'appelle 22, et je dirais maintenant que c'est beaucoup pire, avec le top 1% probablement en hausse de 45% ou quelque chose comme ça. C'est de plus en plus extrême. Ce qui a en fait vraiment beaucoup de sens parce que je me souviens d'ici en 2006-7. Donc, quand j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent convenablement, j'en ai souvent parlé avec Kiyosaki parce que nous vivions dans un quartier très similaire à Phoenix appelé Biltmore. À l'époque, j'avais une voiture de luxe. J'avais une voiture appelée Lamborghini. Et je voyais peut-être une autre voiture comme ça, une fois par mois au maximum. Maintenant, vous y allez et vous en voyez un toutes les 5 minutes, mais vous voyez aussi 10 fois plus de sans-abri. C'est cette économie bifurquée. Et puis vous avez CNN, si vous voulez ajouter l'insulte à la blessure ici, qui sort cet article disant que l'économie des États-Unis vient d'atteindre l'exploit rare d'un atterrissage en douceur. Et pourquoi pensez-vous qu'ils disent cela?
Eh bien, évidemment, le PIB. Bien sûr, ici, taux annualisé de 2,8%. Et je vous lirai cela. Mais c'est toujours le même vieux non-sens où l'on vous dit que vous êtes stupide ou que vous êtes un fasciste suprémaciste blanc si vous croyez quoi que ce soit d'autre, que ceci est la plus grande économie de l'histoire humaine. Et si vous ne répétez pas cela, alors vous ne faites que propager de la désinformation et de la désinformation. Donc encore une fois, les gars, en résumé, étudiez l'histoire. Et si vous pensez que l'économie est mauvaise, si vous ressentez cela, si c'est votre perception basée sur ce que vous voyez dans votre propre vie, vous n'êtes pas fou, je pense. Lorsque nous regardons en arrière dans l'histoire, c'est vous qui allez être prouvé correct. Les médias traditionnels, les planificateurs centraux, les autoritaires seront ceux qui seront prouvés incorrects, mais tout est une question de probabilité. Profitez de l'après-midi, défendez la liberté, le marché libre, le capitalisme,